Midi Plus présente Le Dame. Vicky Sommet. Aujourd'hui, nous pensons aux mères, aux mamans d'un enfant différent, peut-être aussi aux parents d'enfants différents. Mais les mères sont souvent plus concernées par ces enfants. Elles sont mères avant tout, mais être mère d'un enfant différent, c'est parce qu'il est atteint peut-être d'une maladie chronique, handicap léger ou sévère, une maladie génétique ou une malformation. Et c'est la découverte de ce problème ou l'annonce d'un professionnel de santé qui va faire de ces femmes et de ces hommes des parents d'enfants différents de la norme. Commence alors souvent un parcours du combattant, aidé ou ignoré, le regard peu amène de la société et l'engagement sans faille de ces mamans pour un parcours de vie qui va prendre toute la place, aux dépens souvent de la vie familiale ou professionnelle. Docteur, il n'y a pas une ou des recettes, mais des vécus différents et des solutions peut-être au cas par cas. Certaines mamans apprennent que leur enfant sera différent pendant la grossesse, alors que d'autres le savent seulement à la naissance, ou dans les heures, les jours ou les semaines, ou encore les mois qui suivent. Parfois aussi, ce sont les parents qui remarquent que leur enfant est différent. C'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête, et ce pour la vie entière, docteur ? Alors, évidemment, au départ, on n'y pense pas, bien sûr, on ne pense pas à un enfant différent. Mais quand on a compris que l'enfant était différent et surtout qu'il était en souffrance, parce que la question est celle de la souffrance, on ne vit plus effectivement qu'avec ça, hélas. Oui, un enfant qui exprime sa douleur dans une famille est un enfant qui accapare l'attention avec lequel les mamans, puisque ce sont les mamans que je reçois, me disent être en totale empathie et ressentir la douleur de l'enfant, vivre la douleur de l'enfant. Et ça change tout, évidemment, dans une dynamique familiale, bien sûr. Une maman, une nouvelle maman devrais-je dire, est préoccupée par la santé de son enfant. C'est une préoccupation majeure. Comment tisser des liens avec ce petit qu'on ne connaît pas encore tout à fait bien, qui ne répond pas aux sollicitations ou qui ne répond pas aux marques de tendresse qu'on lui prodigue. Dans le cas d'un enfant différent, il y a tout à faire et il y a tout à comprendre. Et c'est peut-être là que l'intuition d'une maman est très forte. Alors, effectivement, je ne sais pas s'il s'agit d'intuition, s'il s'agit d'instinct. Moi, j'ai pour croyance comme ça, qui peut tout à fait être soumise à débat. J'ai pour croyance qu'il y a quelque chose d'indicible, d'extrêmement fort, qu'on appelle cordon ombilical ou je ne sais quoi. On a donné tout un tas de noms à cette émotion très forte qui fait que, quoi qu'il en soit, la maman sera dans la protection de l'enfant et puisera dans ses ressources des choses absolument extraordinaires au sens littéral du terme pour faire en sorte à ce que la relation se développe le mieux possible et que l'enfant soit le moins possible en souffrance. Selon les traditions, dans certains pays, une maman masse son enfant. Une autre lui parle, on le regarde dormir, mais on ne sait pas nécessairement quels sont les soins à lui apporter ou les médicaments à lui donner. Peut-être simplement lui exprimer sa peine et son amour. Est-ce que ça suffit ? Aimer tout simplement. Montrer qu'on aime son enfant de façon inconditionnelle. Pour avoir vu des enfants différents qui ont grandi, différents ou en tout cas qui ont souffert et qui rapportent le comportement de leurs parents lorsqu'ils étaient enfants, qui vont mieux aujourd'hui, ou alors qui sont encore malades mais qui sont insérés socialement. Ils me disent je n'ai été fort que de l'amour de mes parents. On m'a trimballé à droite à gauche, chez des médecins, des psys, des coachs. Et je me rends compte aujourd'hui que je ne suis solide que de l'amour de mes parents. Et c'est pour ça que très souvent, quand je vois des mamans désespérées, mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois lui dire, comment je dois réagir. Moi, j'ai pas de recette en fait, il n'y a pas de recette. Mais il faut montrer qu'on aime, voilà, qu'on aime de façon inconditionnelle. Et c'est un bagage énorme dans la vie.
Mais vous avez des mamans qui décompensent après l'accouchement lorsqu'elles voient un enfant naître qui ne correspond pas à ce qu'elles attendaient, type les trisomies ou type ne serait-ce que les fentes labiales ou des choses comme ça qui n'ont pas été diagnostiquées, ou quand on dit que le bébé a un souffle, que ce n'est pas grave. Donc ça peut aller de l'angoisse, de la petite inquiétude à la grosse inquiétude, à l'angoisse, et parfois ça peut aller un petit peu plus, de façon un petit peu plus, je dirais, sévère, jusqu'à la psychose puerpérale qu'on peut voir chez des mamans avec des enfants normaux ou pas aussi. Mais voilà, la maman n'a pas tout de suite, je dirais, et toujours cette réaction imminente de protection que je décrivais un petit peu comme idyllique au départ. Mais je voulais dire en fait que lorsque les choses fonctionnent et que la maman a compris, parfois on voit des mères déployer des stratégies incroyables. Est-ce que le sentiment de culpabilité est déjà là tout de suite au départ ou ça vient au fur et à mesure? Oh, évidemment. Évidemment, de ce que décrivent les mères, c'est je n'ai pas fait assez d'examens médicaux. Si c'est une maladie familiale, ça vient de moi, ça vient de mon mari, enfin de mon conjoint. Je n'aurais pas dû faire d'enfant. La question de la culpabilité est permanente et elle est surtout, elle pèse énormément sur la maman. Et quand on va un peu plus loin, on avance un petit peu plus loin en âge, dans des troubles qui se manifestent, qui peuvent être parfois, je dirais, mais vraiment une simplicité que dans d'autres pays on traite très facilement, comme la dyslexie, ou qui prennent des dimensions incroyables. La maman vous dit tout de suite, c'est de ma faute, que je ne l'ai pas suffisamment accompagnée dans l'apprentissage de la langue, je ne l'ai pas fait marcher suffisamment tôt, je n'ai pas su voir, il était dans mes bras, c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui l'ai fait grandir, je l'ai allaité, j'aurais dû voir. Évidemment, c'est la première chose. D'ailleurs, les mamans qui ont un enfant en souffrance présentent essentiellement des tableaux dépressifs. Et dans la dépression, comme on l'a vu dans un des épisodes précédents, dans la dépression, il y a ce sentiment de culpabilité. C'est un regard d'avoir manqué l'éducation que j'aurais pu lui donner, d'être celle qui n'a pas fait attention à tout, qui a manqué des choses et du coup qui me culpabilise forcément, puisque je finis par après aussi les croire et me convaincre de ça, et du coup c'est ça qui me ronge à la fin, donc je suis complètement perdue. Heureusement qu'il y a des médecins qui m'ont rassurée. J'ai quand même aussi des amis qui m'ont rassurée. J'ai aussi dans ma famille, ma mère, qui m'a beaucoup rassurée en me disant qu'il fallait surtout pas que je me culpabilise et que ça pouvait arriver à n'importe qui. Et aussi mon compagnon. Donc heureusement que j'ai ça. Mais c'est vrai qu'au départ, ça a été dur de pas considérer qu'il y avait des personnes comme ça qui étaient là en train de me culpabiliser, et on peut pas échapper à ce sentiment-là à un moment donné. J'ai parlé d'intuition, vous avez parlé d'instinct. Cette connaissance, entre guillemets, intuitive de son enfant, est-ce qu'elle peut aider lorsqu'on est en présence de médecins ou de thérapeutes qui essayent de vous aider, de comprendre ce dont souffre l'enfant? C'est peut-être important de développer une sorte de complicité avec les personnels de santé parce que vous connaissez bien votre enfant au quotidien. Le médecin ou le thérapeute le connaît d'un point de vue médical et ses forces regroupées entre elles peut-être sont meilleures pour essayer de guérir l'enfant. C'est hélas très rare. Malheureusement, on est encore dans cette idée qui date des années 70, qui est totalement éculée, selon laquelle tous les maux de l'enfant viendraient du lien qu'il établit avec la maman. Et que donc, c'est parti sur la réflexion sur la schizophrénie, qui d'ailleurs, cette hypothèse est
totalement abandonnée. Schizophrénie et d'autres troubles ayant des substratums organiques et neurologiques bien connus aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ce que moi je préconise. On ne peut pas traiter un enfant qui va mal sans avoir vu la mère ou les parents. Moi, je pense que c'est impossible. Il y a énormément de manques en pédopsychiatrie et en prise en charge de l'adolescent. C'est un parcours du combattant pour avoir un rendez-vous. Donc très peu de temps. Évidemment, toutes les études montrent aujourd'hui que lorsqu'il y a une souffrance psychique, il faut enrôler la famille, il faut que la personne soit entourée. Donc il faut impliquer la famille tout en gardant évidemment la confidentialité de la souffrance de l'enfant. Mais ce qui est important à dire ici, c'est que très souvent on méconnaît, ou en tout cas on sous-estime la souffrance des parents et en particulier des mamans. Je pense que dans les témoignages, on le sent. Et ce sont ces mamans-là que je reçois parce qu'elles sont... En fait, elles font bonne figure devant leur enfant. Elles sont très, très, très angoissées à l'idée de l'enfant en souffrance, qu'elles voient tous les jours, qui plombe d'une certaine façon l'atmosphère familiale. Quand l'enfant en souffrance arrive dans une famille, rentre d'une activité quelconque, où tout s'arrête en fait. Tout s'arrête. Même le reste des frères et sœurs savent que le problème est arrivé. Donc tout s'arrête. Donc ce sont des choses évidemment qui perturbent la vie d'une famille et en particulier de la maman qui est en connexion particulière avec ses enfants, avec cet enfant. Et donc les mamans sont épuisées. Et ce que je préconise, moi, c'est de recevoir ces mamans en comprenant leur angoisse et en leur octroyant un havre de paix pour qu'elles puissent parler de leur souffrance. Parce qu'elles n'ont jamais l'occasion, en fait, d'en parler. Avec le thérapeute de leur enfant, c'est de l'enfant qu'elles parlent. Elles peuvent parler d'elles, mais c'est assez rare puisque c'est l'enfant qui est en consultation et c'est l'enfant qu'il faut sauver, qu'il faut guérir. Et parfois, encore une fois, elles se sentent culpabilisées par certains termes, certaines questions. Leur angoisse, en fait, majore aussi, rend un peu parano. C'est-à-dire que les médecins peuvent poser une question à la maman qu'elle peut mal prendre, puisqu'elle est dans la culpabilité. Donc, ça majore son angoisse. Et du coup, moi, ce que j'entends, moi, c'est « Ah, mais il m'a posé telle question devant ma fille, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. » Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre que l'enfant en souffrance et la maman sont en connexion, que l'angoisse se tient par les deux bouts, qui sont tous les deux malades, que si l'enfant a la chance d'être pris en charge, il faut tout faire pour que cet enfant baisse d'un cran en termes de souffrance, ce qui naturellement fera baisser d'un cran en termes de souffrance la maman, mais il faut que la personne qui reçoit le thérapeute en charge de la maman lui installe une confiance et une paix totale, et non pas rabâcher le « qu'est-ce que vous lui avez dit, qu'est-ce que vous lui avez fait, qu'est-ce qu'il vous a répondu ?» J'ai envie de dire que le moment n'est pas idéal pour choisir de chercher à identifier un coupable. Le moment est de trouver la maladie dont souffre l'enfant et de trouver peut-être les remèdes. Alors, c'est vraiment là que je pense que c'est en partie là que se pose le problème, c'est que les troubles des enfants et des adolescents sont très 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 difficiles à diagnostiquer et que très souvent on est perdu, nous les professionnels de la psychiatrie, face à certains petits bouts de symptômes. L'adolescentologie est très très compliquée. Donc en fait, on ne peut pas donner la réponse qui est attendue par les parents, ce qui est très frustrant pour les parents et souvent pour nous aussi, psychiatres. Et donc ça nous met en situation très souvent d'impuissance et on patauge. Je pense qu'il faut avoir aussi l'honnêteté de dire parfois aux parents qu'on ne sait pas, à la maman qu'on ne sait pas, que c'est difficile. On ne va pas pouvoir faire le diagnostic tout de suite, mais on va pouvoir tout mettre en œuvre pour soulager. Voilà. Et en même temps, s'il s'agit d'une maladie génétique ou d'une malformation congénitale, il faut connaître le passé de la maman, du papa et de la famille. Oui, alors là, bien sûr, il faut poser la question et
La mère et le père sont toujours utiles. D'ailleurs, dans les consultations pour enfants, les parents sont toujours présents. Lorsque l'enfant, si c'est un bébé, ils sont présents. Si c'est un adolescent, avec l'autorisation de l'adolescent, ils sont présents ou pas. Mais il faut effectivement, c'est ce qu'on sait aujourd'hui pour tous les troubles, que lorsque un malade est accompagné, le pronostic est toujours meilleur. Mais c'est pareil, c'est vrai que je focalise là sur les troubles psy, mais ça peut être, c'est ce que je décris d'ailleurs dans mon livre, à l'occasion d'une leucémie par exemple, d'une petite fille, dans mon livre Enfants et parents en souffrance, la maman a été malheureusement écartée ou même culpabilisée dans le circuit de soins face à sa petite fille malade d'une leucémie sévère. En fait, par rapport à la culpabilité de la schizophrénie de mon fils, j'ai dû faire attention aux personnes et choisir les personnes à qui je pouvais en parler, de peur du regard qu'ils pouvaient avoir sur cette maladie et pour éviter que moi je me sente coupable et que ça devienne trop culpabilisant et invivable. Donc j'ai dû le cacher. Et c'est vrai que ça me pèse parce que on parle tous de nos enfants. Et ce détail-là, parfois il y a des personnes à qui je le dis pas. Et pareil aussi avec une thérapeute familiale où un jour on s'est réunis et où toutes ces questions étaient portées sur moi. Donc il y a la maman qui souffre face à cet enfant qui souffre. Et visiblement, il y a dans l'entourage des personnes qui ne comprennent pas bien et qui ne savent peut-être pas quel comportement adopter. Or, cette maman, elle en est à s'oublier elle-même. Donc, elle souffre doublement, je devrais dire. Bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je sais que j'ai des patientes qui me disent j'ai accouché, on me demande de retourner au travail et de faire mon boulot comme avant, je ne suis plus la même. Parce que j'ai toutes mes cases qui sont occupées par mon enfant. Et il faut reconnaître, moi je suis une mère, votre vie bascule à partir du moment où vous avez des enfants. Ça bascule pour le meilleur pour le meilleur en général, pour le meilleur, on va dire ça comme ça. Mais donc évidemment, ça occupe votre esprit. Un enfant en bonne santé occupe la totalité de votre esprit, en tout cas une grande partie, mais un enfant malade, c'est encore beaucoup plus important. C'est-à-dire que c'est quand même la priorité des priorités dans la vie d'une famille, et moi, je pense en particulier d'une femme, parce que les émotions, on va me traiter de sexiste, de ce qu'on veut. Je pense qu'il y a un lien qui est particulier, qui est extrêmement fort, qui relève de quelque chose d'indescriptible, de charnel, de spirituel, de je ne sais quoi, qui fait que l'empathie est si forte que l'enfant est omniprésent. Je vais aller un petit peu dans votre sens. Les hommes ont du mal à se mobiliser autant parce qu'ils ont leur vie professionnelle qui est importante, ou peut-être ils ont moins d'empathie ou moins de facilité à exprimer leurs sentiments, même s'ils les ressentent très fort. Certains aussi préfèrent fuir la réalité, et on voit beaucoup de couples qui divorcent ou se séparent parce qu'il y a un enfant malade. Ah oui, c'est vraiment une très bonne remarque, en particulier sur les divorces. On voit énormément de couples divorcés, même, je dirais, pour une dyslexie, quoi. C'est de ta faute, mais tu l'emmènes pas assez souvent chez l'orthophoniste, tu lisais pas assez de toute façon, des choses comme ça. Et puis, le poids de la prise en charge des rendez-vous, oui. Alors, en revanche, sur les émotions des hommes, la société fait que les hommes n'expriment pas leurs émotions. J'ai eu l'occasion de recevoir des papas d'enfants malades qui me disent ressentir des choses dans leur chair aussi extrêmement fortes, qu'ils ont énormément de mal à exprimer, qu'ils ont beaucoup de mal à partager avec leurs femmes qui, elles,
en revanche, exprime de façon plus intense, vit de façon plus intense la question, comme si ça envahissait toute sa vie. Les hommes sont à peu près, de ce que j'entends, capables de cloisonner, mais s'ils paraissent muets ou en retrait, très souvent c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et il faut bien dire que les moyens dont on dispose aujourd'hui pour des enfants en souffrance sont extrêmement limités. Donc l'angoisse des femmes très souvent est très motrice et elle fait qu'elles vont chercher toutes les solutions tout le temps. Elles sont dans l'hyperactivité, le réseautage de quel ami a vu quel médecin, quelle association, etc. Tandis que c'est pas une démarche spontanée chez les hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas la douleur de leur enfant. Après, effectivement, on sait que beaucoup de couples, les hommes ont des responsabilités professionnelles plus importantes que les femmes et passent plus de temps. Parfois, c'est même un refuge, ils vous le disent très clairement. D'ailleurs, il y a aussi des mamans qui vous disent que c'est un refuge. Le travail est un refuge. Mais voilà, je pense que c'est plus dû à la difficulté d'expression émotionnelle. Je reviens à mon credo, c'est que le cordon, moi je dis que le cordon ombilical ne se coupe jamais, il se distend avec le temps, comme un élastique, ça va, ça vient. Ce truc-là qui fait que la mère et l'enfant en souffrance fonctionnent en vase clos est assez inaccessible au papa. Ou peut-être effectivement que c'est cette dynamique-là qui s'installe, qui fait que le père se sent exclu. Nous avons appris que ma fille se scarifiait régulièrement depuis des mois au collège et nous avons eu l'impression que le ciel nous tombait sur la tête. Et chez moi, le sentiment de culpabilité était énorme. Culpabilité d'être passé à côté de tous les signes chez ma fille. A posteriori, je me suis souvenu évidemment que nous avions tenté d'intervenir auprès de ses enseignants, auprès du lycée, parce que un de ses camarades de collège l'embêtait en cours, mais nous pensions que c'était relativement peu important comme ennui. Et puis, culpabilité de ne rien avoir vu. À ce moment-là, j'ai cru que je pourrais faire face, toute seule comme une grande. Mon mari s'est replié dans une espèce de mutisme assez terrible. Et moi, j'ai essayé de faire face avec ma fille, avec mes petits moyens, de comprendre ce qui se passait. Le confinement est arrivé quelques semaines plus tard. Et je pense que c'est un des éléments qui a définitivement poussé ma fille dans un moment de souffrance assez terrible. Alors même que j'ai pu avoir l'illusion au départ, du moins, que ce confinement allait la protéger en l'éloignant du collège. Le fait d'être seule à la maison l'a au contraire entraînée vers le fond. Nous avons évoqué, docteur, le parcours du combattant, de parents ou d'une maman lorsqu'il y a un problème de santé qui se manifeste, léger ou grave. On ne sait pas très bien vers qui se tourner, on ne sait pas à qui s'adresser pour établir un diagnostic qui soit le plus exact possible. En même temps, c'est une étape importante parce que l'avenir de l'enfant se construit à partir de cette souffrance ou sans cette souffrance ou avec cette souffrance. Complètement. Lorsqu'il s'agit d'un problème somatique, généralement, on a un petit peu moins de soucis. C'est vrai que même si les pédiatres sont de moins en moins nombreux, on a toujours accès quand même à des hôpitaux où ce sont les problèmes
problèmes psychiatriques qui sont une vraie question aujourd'hui. D'ailleurs, de très nombreuses études sont sorties tout récemment pour montrer à quel point les jeunes Français se portaient mal psychologiquement. Le fait de se parler de ces enfants qui vont mal devient d'une banalité désespérante. Je regrette qu'on n'ait plus que ces discussions aujourd'hui entre mamans d'enfants ou d'adolescents et de ne pas savoir vers qui se retourner. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins scolaires, par exemple, pas suffisamment de... Les CMP, parfois vous avez ces centres médico-psychologiques, vous avez des rendez-vous avec des délais extrêmement longs pour des urgences comme pour les scarifications, je vais dire des choses qui vont un peu choquer, mais les scarifications chez les jeunes aujourd'hui, chez les jeunes filles, sont extrêmement fréquentes. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude, mais vous imaginez que je dise ça à une maman, on a l'habitude de voir ça lorsque sa fille a les mains, les bras en sang ou les cuisses et qui ne trouve pas de réponse urgente, rapide, c'est extrêmement angoissant. En plus, c'est spectaculaire. On a énormément de déficits sur tout ce qui concerne le bien-être de nos jeunes. C'est très différent du passé. Aujourd'hui, les jeunes vont moins bien. Est-ce que c'est parce qu'il y a une situation sociale, économique difficile, ou est-ce que c'est un cheminement naturel de la jeunesse et de l'adolescence partout? Ce sont des questions qu'on se pose en fait, et on a l'impression que la jeunesse et l'adolescence, les adolescents vont mal un peu partout. Est-ce que c'est parce qu'ils l'expriment davantage? Est-ce que parce que les outils d'expression de leur mal-être sont différents et donc sont plus visibles? On ne sait pas, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est que les chiffres, puisqu'on fait des études maintenant, depuis qu'on fait des études, les chiffres montrent des augmentations. En même temps, cette énergie dont a besoin la maman, elle est indispensable, qu'elle soit seule ou aidée par un papa ou peut-être par une famille. Il faut trouver du temps libre pour s'occuper de cet enfant, plus que d'habitude. Et quand on travaille, c'est difficile. Et comme vous disiez, comme il faut attendre longtemps des rendez-vous peut-être de médecins ou de thérapeutes, c'est vraiment difficile pour la maman de s'y retrouver et d'avancer tout en côtoyant chaque jour cet enfant en souffrance. Alors, moi, j'ai une expression, en fait, parce que ça fait longtemps que le sujet m'intéresse et que ça fait très longtemps que j'accompagne des mamans avec des enfants en difficulté. Parfois, je dis une phrase qui les bouleverse, mais en même temps, elles la comprennent. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Il faut tenir la route. Parce qu'il n'y aura qu'elles qui sortiront leurs enfants du pétrin. En fait, j'ai peur du regard des autres sur la maladie de mon fils parce que certaines personnes, je sens au fond de moi qu'ils ne sont pas capables de le comprendre parce que je les côtoie, que je les entends parler de certains sujets et qu'elles n'ont pas forcément cette connaissance et par peur de leur regard culpabilisant, parce que je le ressens, je préfère ne pas le dire et le cacher plutôt. Concernant le corps médical, j'ai été confrontée à une thérapeute familiale et elle s'est adressée à moi uniquement en me parlant de mon histoire et que je lui demande si j'avais une idée de comment ça avait pu se déclencher étant petit. Donc voilà, on sent de la culpabilité déjà nous-mêmes au départ de façon naturelle, mais qu'autour de nous, on la voit partout. Et j'ai donc mon frère aussi qui a été capable de me culpabiliser en me disant qu'il se pouvait que ça soit de ma faute que mon fils soit devenu comme ça, avec mon histoire que j'ai eue difficile, oui, avec son père, mais j'ai toujours été présente pour lui, je l'ai toujours accompagné. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont confrontées à ce genre de maladie pour pouvoir le comprendre. Donc aujourd'hui, on juge trop cette maladie comme quelque chose qui rentre pas dans les clous de la société, alors que si finalement il y a des solutions et c'est très blessant pour moi. Je le vis mal et je suis toujours en train de faire attention à qui je dois le dire ou pas le dire. Et je me sens un peu seule.
Se sentir seul, c'est effectivement douloureux. En même temps, cette différence quand un enfant est peut-être atteint d'une maladie visible ou d'un comportement différent, est-ce qu'il faut accentuer cette différence, c'est-à-dire dire je suis un parent et je l'accepte, vous qui êtes à côté, vous qui êtes dans la société, vous devez l'accepter à votre tour, ou bien est-ce qu'il faut essayer nécessairement de manière forcée de faire entrer cet enfant dans le moule, c'est-à-dire dans la même vie que les autres enfants qui n'ont pas cette difficulté? Alors cet enfant ne rentrera pas de toute façon dans le moule. Chaque individu de toute façon est bien particulier. Que je peux dire en revanche, sans faire l'apologie de voilà, ayez tous des enfants différents et en souffrance, mais en tout cas ça change complètement une famille, ça change complètement le point de vue d'un individu. Le mot qui me vient comme ça spontanément, mais qui je pense n'est pas tout à fait adapté, c'est enrichissant, c'est-à-dire que ça ouvre en fait l'esprit sur la différence en général, y compris la différence la plus flagrante par rapport au handicap, et comprendre davantage les parents qui sont serrés dans le temps, qui sont stressés, qui ne peuvent pas recevoir. On s'imagine en fait... Quand on n'est pas soi-même confronté à la souffrance, on est beaucoup moins tolérant que les autres. Et donc du coup, on comprend mieux que les autres aient des problèmes et on devient beaucoup moins intransigeant. Voyez ? Même si chaque enfant est unique, il y a tout de même cette société qui a des normes. Souvent, les gens se comportent mal, parfois par ignorance, par peur, par angoisse de cette différence. Simplement, il suffirait de parler ou de poser des questions, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle il y a eu des campagnes sur la trisomie. On ne parle pas suffisamment de maladie mentale. Le témoignage parle de schizophrénie. Le terme de schizophrénie est employé à n'importe quelle sauce aujourd'hui dans certains articles, dans certains propos. Le terme d'autisme aussi, quelqu'un qu'on traite d'autiste. Non, l'autisme, c'est pas ça. Donc il faut faire de la pédagogie par rapport à tous ces mots qu'on utilise à tort et à travers et qui représentent de véritables souffrances. Et justement, apprendre aux gens que autiste, c'est pas quelqu'un qui est replié sur lui et qui parle pas forcément, mais qui a un comportement particulier, qui est en souffrance, etc. On se permettrait plus de dire mais il se comporte comme un autiste. Vous voyez, on ne dirait pas à quelqu'un tu te comportes comme un cancéreux, par exemple. Il y a énormément de pédagogie à faire pour que la société puisse être inclusive par rapport à ces enfants différents et de fait ces familles différentes. Il faut savoir qu'une adolescente malade, ça n'est pas quelque chose de linéaire. On passe par 1000 états, 1000 douleurs, des petits mieux, des moments où on a l'impression que les choses se stabilisent. Et puis, à nouveau, un coup de gong et on repart pour un tour dans les difficultés. On est passé par la scarification, puis la fin des scarifications, la dépression, la difficulté d'établir des contacts, et puis la multiplication d'amis ayant eux-mêmes des difficultés, les premières expériences d'alcool, les premières expériences de cannabis. Elle s'est mise à fumer beaucoup. Tout ça, évidemment, nous l'avons appris avec du retard, en gérant l'urgence quand elle se présentait, en essayant de ne pas rompre le dialogue, mais en ayant l'impression d'avoir en face une personne que nous ne connaissions plus. Docteur, sans nécessairement parler de maladies invalidantes, il faut prendre en compte aussi des différences. L'homosexualité, l'hypersensibilité, la précocité, ce sont aussi des enfants différents à leur manière. Est-ce que pour une maman, il est difficile à la fois de comprendre, d'accompagner, peut-être de rassurer, de consoler et malheureusement souvent de prendre en charge ce comportement qui n'est pas toujours une souffrance, qui est simplement une manière différente de vivre et de se comporter?
Alors souvent, c'est accompagné de souffrance quand même, parce qu'ils sont identifiés comme des personnes différentes, comme des enfants différents. Les hauts potentiels, par exemple, vous disent « j'ai passé mon enfance tout seul dans un coin de cours d'école ». Vous m'avez parlé d'autres types, vous avez les hyperactifs, ou ce sont des troubles dont on pense qu'ils ne sont pas invalidants, mais ils sont invalidants à un certain degré. Mais la mère cherche à comprendre. C'est-à-dire votre rôle en tant que psychiatre, si vous voyez une maman comme ça, une fois qu'il y a la partie maladie qui est appréhendée et qu'on connaît et qu'on a établi un diagnostic, votre rôle c'est d'écouter, d'accompagner. Vous ne pouvez pas changer les choses. Un enfant qui veut être homosexuel ou un enfant qui veut changer de genre, il faut accepter. Alors, oui, en plus, en ce moment, je suis 3 mamans qui sont dans une situation pareille. C'est un énorme choc au début. C'est un énorme choc. Et là, on revient à la question de la culpabilité, etc., etc. Mais on ne peut rien faire, en fait. On les accompagne. Et donc, il y a une maman que j'accompagne depuis plusieurs années maintenant qui va beaucoup, beaucoup mieux, qui est totalement en paix avec le choix de cet enfant qui a changé de sexe. Mais non, on ne peut rien faire. On écoute et c'est notre rôle de thérapeute et c'est notre rôle, encore une fois, de thérapeute, de mettre en paix. J'insiste sur le mot paix parce que ce sont des femmes qui ne sont jamais en paix lorsqu'un enfant est en difficulté. Donc c'est un moment pour elles, voilà, pour se parler d'elles, pour dire, y compris les choses, il faut vraiment savoir que, je sais pas, il y a des choses qui traversent l'esprit des mamans et qui ne pourraient pas être dites comme ça en public et qui seraient le désir comme ça de la disparition de l'enfant parce que l'enfant souffre trop, etc. Ce sont des choses qu'elles peuvent se permettre de dire dans un cabinet de psychiatrie. Et personne ne les jugera. Et donc, voilà, leur proposer un moment pour elles, pour se ressentir vivante aussi, se sentir exister, parce qu'elle n'existe plus qu'à travers cette difficulté. Quand je dis vivre avec un enfant différent, qui est le titre de cet épisode, est-ce qu'on risque de choquer celles qui nous écoutent ? Parce que ça veut dire qu'on stigmatise, qu'on montre du doigt cet enfant. Moi, mon intention était de dire aux mamans à quel point il ne faut pas rester dans le schéma de la responsabilité absolue et définitive de ce dont souffre leur enfant, que continuer à les aimer est déjà un apport extrêmement fort, que parfois avoir des ras-le-bol, vouloir s'isoler, partir est humain et que personne n'a à les juger là-dessus, qu'on sait très bien que c'est extrêmement difficile de trouver des soutiens, des aides et on comprend parfaitement leur angoisse et mon Dieu, j'ai presque envie de dire que de plus en plus, les enfants sont de plus en plus différents et je ne sais plus qui disait... Lorsqu'on est normal dans une société aussi folle, c'est qu'on est pathologique, donc vaut mieux être différent dans cette société aussi folle. Docteur, je vais résumer tout ce que vous venez de dire en disant qu'il ne faut pas laisser croire à l'enfant qu'il est anormal, lui dire que sa famille est son socle, que c'est dans cet environnement qu'il sera protégé, aimé, vous l'avez dit, accepté tel qu'il est. Le psychiatre ou les psychiatres comme vous peuvent apporter leur aide quand le doute s'installe dans une famille et redonner peut-être à chacun son rôle, celui de parent, de soignant ou d'accompagnant, puisqu'il y a plusieurs personnes autour de lui. La société fait des efforts, mais la différence est encore souvent mal ou peu acceptée, surtout par les autres enfants. On le sait à l'école avec les harcèlements. D'où l'éducation des autres parents pour leur faire comprendre que la différence n'enlève rien à la personnalité d'un enfant, ni à ses qualités, et que la tolérance et bienveillance sont les bases du vivre ensemble. Vous avez écrit 2 ouvrages en parlant de ce sujet. Enfants, parents en souffrance, qui est paru aux éditions Odile Jacob, c'est un essai, et puis un roman, L'île aux mers, aux éditions du Pont-Neuf. Nous nous retrouvons pour un autre numéro de Bleu Dame le mois prochain avec le docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, un podcast réalisé par Patrick Champré sur une idée de Fatma Bouvet de la Maisonneuve, studio Basement Production, graphisme François Chantret. Merci et à bientôt.